Bonsoir, bienvenue à cette discussion avec le cinéaste Pascal Plante et la productrice Dominique Dussault pour leur film Nadia Butterfly qui a été sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Mon nom est Daniel Racine, je suis critique de cinéma programmateur et je suis aussi l'animateur du Ciné-Club du Quai 5160 à Verdun. C'est justement le Quai 5160 qui organise cette projection. On remercie toute l'équipe du Quai. Remerciements aussi à Ciné Verdun et Dia Angeli qui est à la technique ce soir, la compagnie de distribution Maison 4 et l'arrondissement de Verdun. Donc, Nadia Butterfly, c'est le deuxième long-métrage de Pascal Plante après les faux tatouages et de nombreux courts-métrages. Dominique Dussault, Nadia Butterfly, c'est aussi son deuxième long-métrage après Everything Outside de David Finlay. Elle a cofondé avec Santiago Mangini et Jonah Malak Nemesis Film en 2012. Et détail important, parce qu'ils vont ouvrir bientôt leur caméra, vous allez voir, Pascal et Dominique sont dans la même fenêtre dans ce Zoom Facebook Live et c'est correct s'il n'y a pas de distanciation sociale parce que c'est un couple qui sont conjoints dans la vraie vie. Alors, sans plus attendre, accueillons-les, Pascal Plante et Dominique Dussault. Allô, allô. Hey, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Ben là. Merci à vous. On est content. Donc, avant de parler de Nadia Butterfly, moi, j'aimerais qu'on revienne au fait que vous avez chacun un long métrage derrière la cravate. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris de votre premier long métrage qui peut vous aider pour ce deuxième long métrage-là. On va commencer avec Dominique. Oui, bien, tout à fait. Je dirais même que ce n'est pas juste un long métrage, c'est aussi tous les courts métrages précédents. On oublie à quel point on apprend le métier en faisant des courts-métrages et c'est très important, l'industrie du court-métrage au Québec. Bien dit. Merci. Donc, c'est vraiment au fil de tous mes courts-métrages et aussi lors du long-métrage Everything Outside que j'ai pu aussi apprendre de mes erreurs parce que, étrangement, faire du cinéma, c'est aussi apprendre de ses erreurs. On apprend souvent sur le tas. J'ai pas fait l'école de cinéma. Donc, ça a été très, très formateur, justement, de faire ce premier long-métrage-là et avec pas de financement de public. Donc, on apprend vraiment à faire beaucoup avec peu. Et je pense que ça m'a aidé parce que Nadia Butterfly avait vraiment une grande ambition pour le budget qu'on avait. Puis, j'ai su comment maximiser les sous à l'écran. Oui, mission accomplie là-dessus. Pascal, toi? Oui, ben nous, c'est ça. Moi, j'avais collaboré avec la productrice de Les Faux Tatouages, c'est Catherine Lefrançois, avec qui j'ai fait Concordia, une amie, une productrice que je respecte énormément. Là, nous, on était prêts là, à Nadia Butterfly de travailler ensemble. Il y a quand même des avantages à travailler en couple, là, c'est-à-dire, en fait, il faut juste savoir quand s'arrêter. C'est un peu plus ça le vrai défi. Mais non, mais blague à part, c'est ça, c'est qu'on a travaillé, comme Do l'a dit, on a fait beaucoup de courts-métrages ensemble, puis on était prêts, puis tu sais, vraiment, là, c'était la meilleure productrice pour ce film. Déjà, la passion des Olympiques, le sport, ça, c'est quelque chose qu'on partageait aussi. On a chacun un background de sport, pas le même, mais quand même. Donc, déjà. Puis, ce qu'on a peut-être moins en argent, on l'entend. C'est-à-dire, nous, on se prend vraiment d'avance. On a commencé les lieux de tournage pour Nadia. Il y avait des défis, le casting. En tout cas, là, peut-être que je te précède. Là. Mais on a pu finalement maximiser les sous à l'écran parce qu'on a vraiment travaillé ensemble longtemps en amont, avant même que l'équipe vraiment se greffe et tout et tout. Puis les faux tatouages, ben, c'est un peu différent de Everything Outside, mais presque pas. C'est-à-dire c'était un micro-budget. Fait que c'était des peanuts, là, on va se le dire. Mais c'est correct, une liberté créative, puis on peut faire des bons films, je pense, quand même. Les faux tatouages, c'était 15 jours de tournage, puis on apprend énormément. J'essaie de motiver mes plateaux par le plaisir. Ça avait fonctionné sur les faux tatouages. On s'est dit qu'on allait garder la même approche pour Nadia. Et là, Pascal, toi, c'est ça, tu l'as nommé, tu as un parcours d'athlète. Tu as été un ancien athlète, un ancien nageur. Qu'est-ce qui reste de l'athlète qui peut aider le cinéaste? Hey, il y a vraiment, moi, c'est drôle. Quand j'ai commencé Concordia, moi, en fait, j'ai arrêté exactement à mon point de transition. Ben, déjà, moi, j'ai grandi à Québec. Je nageais pour le Rouge et Or à l'Université Laval à Québec. J'ai arrêté, moi, à 19 ans après les essais des Jeux de Beijing, fait en 2008. Okay. Et puis vraiment, là, après ça, je déménageais à Montréal. Puis là, j'allais à fond dans le cinéma. Puis je me rappelle comment que
j'étais un peu un objet de curiosité là, parmi les artistes à Concordia, de par cette espèce de passé d'athlète-là. Mais moi, je ne le voyais pas comme deux pôles opposés. Pour vrai, il y a une genre de discipline que les deux domaines nécessitent. Là. Je veux dire, le cinéma, si tu ne te battes pas le cul, il n'y a rien qui se passe. Là. Tu crées tout, puis il faut que tu mettes l'effort, puis tout ça. Donc, moi, je pense que, disons, le vrai dénominateur commun, je pense, qui rallie les deux mondes, c'est cette espèce d'intensité-là, j'oserais dire, je pense. C'était ça, là. Moi, j'étais arrivé à Concordia, puis là, j'étais genre, OK, puis là, je regardais 450 films par année, puis j'étais en furie, là, furieuse, mais ça, je pense que c'est un peu l'athlète aussi, là. C'est un peu obsessif. Ouais. Et toi, Dominique, c'est ça, je viens d'apprendre, tu as un passé d'athlète aussi. Quelle discipline tu pratiquais? Oui, moi, c'était en équitation. Oui. Oh, intéressant. Oui. Mais petite anecdote, parce qu'on se connaît, là, c'est pour ça qu'on se tutoie. Je vous ai croisé à de nombreuses reprises pendant la pandémie en train de faire votre jogging dans le quartier. Quand on se criait « Hey! » Oui, exactement. On se garde en forme et on sait sur quelle rue tu habites. Ouais. On va taire ça. Ouais. Au moment de l'écriture, Pascal, est-ce que c'était clair que ton personnage allait être féminin? Puis pourquoi tu as décidé d'avoir un personnage féminin plutôt que te mettre en scène ou aussi raconter ta propre histoire? Oui, ben, il y a plusieurs facettes à la réponse à ça. Je vais essayer d'être court. Mais déjà, des films sur soi, je pense qu'il y a une limite à ça. Là. J'essaie souvent qu'à un moment donné, oui, ça parte de quelque chose qui m'intéresse. Dans le cas de la natation, ben, c'est quelque chose qui a été effectivement très, très proche de moi, mais j'essaie de ne pas faire d'autobiographie par mes films. C'est une façon de me protéger puis d'espérer que faire une carrière à long terme, je veux dire, sinon, moi, j'ai pas 10-12 films à faire en parlant de moi, ma vie, mes amis, ce que je connais, mon entourage immédiat. J'essaie de le motiver par de la recherche. Je me rappelle, on avait une conversation à regard, puis tu te surprenais de mes courts-métrages, puis des sujets. Oui, c'est vrai. L'année de Blonde aux yeux bleus, puis j'avais fait un court-métrage donc, sur les concours de beauté pour jeunes filles en Floride. Rien à voir avec moi, puis ma vie, tout ça. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une défense, c'est un genre de point, c'est un genre de coussin entre la création et toi. Déjà qu'on met tellement de cœur puis on met tellement d'intégrité, je pense, dans ce qu'on fait, que si en plus tu racontes ta propre histoire, là, il n'y a plus de filet. Là, comment tu veux prendre des critiques objectives ou, je sais pas, c'est peut-être une façon de me protéger. Donc ça, il y a une facette de la réponse qui est là. Déjà, bon, athlète femme, ben, il y en a moins. Puis moi, la plupart de ce qui me motive à créer en tant que cinéaste, c'est la carence perçue du cinéphile. Moi, je regarde quand même beaucoup de films. Puis quand je me dis, coudonc, il n'existe pas ce film-là, je l'aimerais ce film-là, on dirait que ça me fouette doublement pour prendre le taureau par les cornes et me dire, coudonc, c'est moi qui vais le faire. C'est exactement pour ça, Nadia. Donc déjà, la natation, c'est un sport hyper mal aimé des films de fiction. C'est vrai. Il fallait comme... Mais c'est difficile de le filmer. On va en parler tantôt, mais pas facile à filmer de la natation non plus. Là. Mais on le garde pour tantôt. Ouais, c'est ça. Tu peux comme pas le toucher, encore moins le papillon. Là, encore moins le papillon, t'aurais l'air de te noyer. Là, ouais. Puis les athlètes femmes, donc déjà, moi, j'ai nagé avec des femmes, puis des filles, puis ils s'entraînent aussi fort, sinon plus fort que les gars. Puis c'est comme... Je sais pas, on les voyait moins, puis pour moi, c'est aussi ça, c'est faire exister ces athlètes-là, ces femmes-là, dans toute leur force, leur skill, leurs compétences, leur beauté, mais pas sexualisée, là, vraiment. Là, on a vraiment essayé de jouer cette ligne-là, là, c'est-à-dire montrer le corps, parce que le corps, c'est les milliers d'heures passées à dévouer son art, son sport. Mais on voulait quand même, on voulait le montrer, mais sans jamais franchir l'espèce de ligne imaginaire de le sexualiser. Bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Bref, c'est de les faire exister, ces femmes-là, puis voilà. Puis Dominique, comme productrice, comment on accompagne son réalisateur au niveau de l'écriture? La période d'écriture qui peut être la période où est-ce qu'on doute le plus, une période charnière, parce que tout se décide là un peu aussi pour le casting qui va venir, pour ce que le film va devenir. Toi, comment tu as accompagné Pascal là-dedans? Oui, tout à fait. En fait, une des phases que j'apprécie le plus, justement, c'est l'écriture. C'est le moment où tout est possible et c'est très beau. Donc, il m'envoyait différentes versions, puis on en discutait.
Puis ce qui est très important aussi, c'est même pendant la pré-production, c'est de réécrire le scénario selon les contraintes budgétaires. Au fil de ce qu'on apprend, des postes qui vont coûter plus cher que d'autres. Donc, le scénario continue quasiment jusqu'au premier jour de tournage. Puis, il ne faut pas vraiment voir ça comme des compromis ou c'est des contraintes créatives. C'est plutôt même pour en faire un meilleur film. Parce qu'au final, ce qu'on ne tourne pas, c'est des économies. Ah oui, c'est clair. Si on ne réécrit pas de manière intelligente pour maximiser certaines scènes, c'est là que parfois, ces scènes-là sont coupées au montage ou on les tourne, puis finalement, elles ne se retrouvent pas dans le film. Et justement, avec le budget qu'on avait, on ne pouvait pas se permettre ça. Mais c'est vraiment une des étapes que j'apprécie beaucoup dans mon rôle de productrice. C'est vraiment d'être là dès le départ. Puis cheminer avec le créateur. Oui, parce que je veux juste ajouter, tu sais, à peu près 95% de ce qu'on a filmé se retrouve dans le film. Donc, c'est littéralement l'argent est à l'écran. Là, on a coupé des débuts, des queues de scène, des petites scénettes, mais essentiellement, c'est ce qu'on a filmé. Puis c'est comme ça, je pense qu'on a réussi à faire un film, je crois, tu sais, qui quand même, qui en jette, là, j'ose dire. Mais attends, tu vas trop vite. Là. Le montage, on va en parler tantôt. Juste savoir, par exemple, Dominique, est-ce que ça t'est arrivé à certains moments de lecture où est-ce que tu disais, non, ça, on ne pourra pas le faire, ça va coûter trop cher? C'est pas nécessairement parce que même les scènes de course, dès le départ, je lui demandais comment tu vas filmer ça. Parce qu'il y a plein de manières de filmer une scène justement de course. Et là, quand il m'a dit, ça ne sera pas un 360, on va justement le tourner intelligemment, là, c'est de voir quels outils on a à notre disposition. Par exemple, un travail de conception sonore, juste par le son, on peut laisser deviner que le stade est rempli, alors que lors du tournage, c'était complètement vide. C'était aussi de consulter une équipe aux effets visuels. Donc, c'est vraiment des atouts, puis on est chanceux de nos jours d'avoir accès à des effets visuels. Puis la compagnie AA Studio, Mark Hall, allô, le superviseur en effets spéciaux, vraiment, c'était une discussion. On les a contactés, je pense, au moins 6 mois d'avance. Donc, oui, c'est vraiment de réfléchir quels sont les outils qu'on a, mais ça n'a jamais été, voyons donc, il faut couper cette scène de course. C'est plutôt une question, comment allons-nous la tourner? C'est plus comme ça que j'aborde les scénarios. C'est surtout de savoir comment, justement, on peut tourner pour que ça coûte moins cher quand on sait que ça risque d'être un trou sans fond. Mais il y a des trucs qui ont été coupés, mais il ne faut pas le voir comme la productrice te dit de le couper, puis là, tu te retrouves un peu renfrogné, puis genre, non, il faut que... Je vais donner un exemple. Je pense 2 mois ou 1 mois et demi avant le tournage, on était déjà en pré-prod, on a commencé le casting, on avait déjà bien commencé le casting. Nadia, elle avait une petite sœur, il y avait un personnage de petite sœur. Et des parents. Et des parents, c'est vrai, qui étaient dans les estrades. Il y avait une parade, après la médaille, elle faisait une parade d'athlète, là, elle lançait son petit toutou dans les estrades. Ah mon Dieu, OK, non, oui. Une chance, c'est pas là. Déjà, effectivement, non, mais c'est ça. C'est que je pense qu'avoir eu plus de sous, je pense qu'on l'aurait tourné. Puis si ça se trouve... Ça aurait été peut-être coupé. C'est ça. Parce qu'en voyant le film, en tout cas, je pense pas que ça serait c'était pas nécessaire. Non, ça nous a pas manqué du tout, la famille. Elle mentionne, mais c'est correct. C'est ça, exact. Puis en plus, pardon, c'est d'autant plus réaliste, si on veut. Il y a beaucoup d'athlètes qui nous ont dit ils ne voient pas leur famille. Ils ne les voient pas pendant les Olympiques. Déjà, il y en a qui n'ont même pas les moyens d'assister aux Jeux Olympiques. Ça coûte tellement cher. Oui, bien, elle mentionne à un moment donné, elle dit que ses parents ont payé tellement cher, mais ils ne verront pas la médaille tant qu'ils ne sont pas revenus au Québec. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous avez des questions, gênez-vous pas de les écrire, soit au bas de la page de Ciné-Verdun ou au bas de la page du quai 5160. Ils vont nous être relayés et je vais pouvoir les poser à Pascal et Dominique. On va rester encore sur le scénario parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup, Pascal, dans ton scénario, c'est à quel point Nadia est complexe. Puis surtout, elle est très critique, elle a un esprit critique très développé. Puis dans ton film, elle critique autant ses coéquipières, l'équipe Canada, son coach, la politique canadienne, les religions. Puis même elle-même, c'est important pour toi qu'elle soit complexe, que tu puisses passer des messages sans que ça soit trop des messages aussi? Bien, il y a beaucoup de choses que je voulais dire, puis avec ce film, puis il y avait l'espèce de parti pris
de faire un espace-temps ultra restreint. Le film se passe essentiellement sur 3 jours, bon, déjà. Puis c'est pas un arc complet, c'est-à-dire, c'est pas comme un film comme, mettons, The Rider, où il y a tout, mettons, il arrête le rodéo, mais après ça, il y a vraiment du temps qui s'écoule, le temps de ça, c'est un autre film, c'est-à-dire, ça peut être un très beau film, bon, The Rider est un très beau film, mais c'est pas le film qu'on voulait faire, donc déjà en restreignant. Nadia est un personnage, bon, complexe, merci, I guess, mais elle se met volontairement en mouton noir, puis c'est qu'elle est... C'est pas tout ce qu'elle dit qu'elle pense profondément. Ou du moins, c'est comme... Nous, on a élaboré le scénario. J'ai élaboré le scénario sur un peu c'est un peu théorique, là, mais c'est les étapes du deuil. Parce que moi, j'ai vraiment vu comme la retraite sportive comme un deuil. D'ailleurs, le film, tu sais, elle traîne un boulet tout le long du film. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être littéralement d'enterrement le 3/4 du film. Fait que, tu sais, il y a un peu de deuil. Bon, on est dans... C'est un film québécois, après tout. Non, je taquine. Non, je taquine. Mais quand même, tu sais, quand même. Puis dans ça, il y a cette espèce de colère-là. Puis cette espèce de colère-là, Nadia, elle la met sur elle-même, mais elle la ricochette sur les autres. Puis c'est ça. C'est comme si, ayant déjà un pied un peu en dehors de ce monde-là, c'est là tout à coup, elle se permet un peu de balancer de façon hyper maladroite les 4 vérités un peu à tout le monde. Puis je pense que le film tend vers un équilibre. C'est-à-dire, elle ne change pas sa position. Pas à propos de changer. Elle a des pressions externes. Tout le monde l'atteste. Je veux dire, ses coéquipières l'attestent, sa meilleure amie l'atteste, son coach l'atteste. Tout le monde essaie de la garder parce qu'elle est ultra talentueuse. Mais moi, je voulais faire un personnage qui est prisonnier de son talent. Elle veut plus, elle n'a plus de fun. C'est plus ça. C'est pas ça qu'elle veut être. Elle ne veut pas être définie comme une nageuse toute sa vie. C'est fini, tu sais. Donc, elle est prisonnière, il faut qu'elle se sauve. Puis au début, c'est un peu comme si elle se sauvait d'une maison qui brûle. C'est-à-dire, c'est impulsif. Puis c'est quoi que tu vas dire quand tu t'es sauvé de ta maison qui brûle? Ben, c'est de critiquer le feu, puis c'est de dire il fallait que je m'en aille. Puis ensuite, tu réfléchis, puis tu te rends compte qu'est-ce que tu laisses derrière, puis il y a beaucoup de beau. Je pense qu'il y a des critiques dans le film, mais ultimement, je pense qu'il y a un regard bienveillant. Ben déjà, moi, j'aime ce monde-là. J'aime ce milieu-là, je pense que ça paraît. Mais je ne voulais pas en faire un beau... et l'olympisme aussi, je pense qu'on n'a pas trop critiqué l'olympisme, mais on voulait un peu quand même, parce que c'est un peu une entité questionnable par moment. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a du beau. Puis je pense qu'ultimement, sa relation d'amitié, elle est vraie. Il y a plein de choses qui vont lui rester de beau, malgré tout, là, de cet univers-là. Puis c'est ça, c'est un personnage qui ne change pas d'avis, mais qui se rééquilibre. Mais il fallait qu'elle soit un peu... qu'elle tire dans tous les sens, tu sais. Il y a vraiment une scène que, pour nous, c'était comme elle tire au machine gun sur tout le monde. C'était un peu ça, Ma scène préférée du film, moi, c'est quand elle dit, pendant leur petit party, qu'elle dit à tout le monde que c'est des égoïstes, que c'est incroyable. Je ne l'ai tellement pas vu venir, j'ai dit, oh my God, OK, elle dit ça. Un petit mot là-dessus, c'est tabou, c'est un peu fort comme mot, mais c'est un sujet sensible, ça. Il y a 2 sujets sensibles que moi, en consultant, bon, j'étais un ancien athlète, je l'ai dit, mais je n'ai quand même pas nagé au niveau olympique, mais j'ai consulté avec des Olympiennes, des ex-Olympiennes et tout ça. Bon. Et quand elle s'ouvre, là, il y a des choses qui sortent, le robinet coule, puis quand le robinet coule, il y a 2 genres de tabous sensibles qui sortent. La jalousie interathlète, il y en a. Moi, je fais tout comme du monde, puis je suis pas capable de faire une demi-finale, puis toi, tu t'entraînes un peu croche, puis tu gagnes une médaille. Il y a vraiment de ça qui est là dans le monde du sport. Excuse-moi, le top 30 sexy là, que tu montres dans le film, je suis sûr qu'il y a plein d'athlètes, de personnages qui auraient voulu s'y retrouver, puis c'est celle qui voulait le moins y être, finalement, qui s'y retrouve. Oui, absolument. Donc, c'est ça, cette espèce de jalousie-là interathlète, puis oui, l'égoïsme. Il y a comme un réseau qui se bâtit autour de ton nombril pour que tu performes à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre façon de performer à ce niveau-là. Puis ça commence si jeune. Là. Moi, c'est mes parents qui se levaient à 5 h du matin pour aller me porter à la piscine avant d'aller à l'école. Et mes parents, c'est des saints. Là, je veux dire, c'est des choses que tu prends peut-être un peu pour acquis quand tu as 13-14 ans, mais tu y repenses après. Puis quand tu as un pied en dehors de ce monde-là, tu es comme, j'étais un petit soleil, puis il y avait une constellation autour de moi. Hein? C'est intense. Hein? Ouais. Dominique, avant le tournage, il y a le financement qui est une grosse étape super importante pour toi. Comment ça s'est passé au niveau justement d'amener ce scénario-là à l'écran, sachant qu'il y avait toute la mise en scène autour des Jeux olympiques? Est-ce que les comités de lecture ont eu peur un peu de votre projet qui était trop ambitieux? Non, en fait, c'est l'inverse. Le projet a été chaudement accueilli et on est même passé du premier tour à la SODEC. Bravo. Merci.
c'est sûr que le succès des faux tatouages a beaucoup aidé parce qu'on a bénéficié du volet accéléré de téléfilm pour un deuxième long métrage. Donc, on avait le feu vert, si on veut. Oui, parce que, excuse-moi, les faux tatouages, j'étais allé à Berlin, c'est important de le dire. C'est sûr que ça a aidé aussi là, pour... C'est ça. Exactement. Ouais. Puis, ça a vraiment aidé justement à déclencher le financement de la SODEC. Puis, la SODEC nous avait appuyé dès le développement du projet. Oui. Donc, ça a très bien été, mais ça reste qu'on était limité de par où on est dans notre carrière. Moi, c'était mon deuxième long métrage, donc c'est sûr que je ne pouvais pas demander un budget de 10 millions. Donc, c'est toujours des petites étapes. Mais on a fait notre possible, puis c'est ça, tous les sous sont à l'écran. Il y a une affaire qui a fallu un petit peu se défendre, c'était le choix des noms professionnels pour jouer les rôles. J'y arrive. Ils ont dit, tu sais... C'était pas le scénario, mais le choix justement d'aller à des athlètes, mais on a super bien défendu notre point. Puis déjà, Pascal, tous ses courts-métrages étaient avec des non-acteurs. Les faux tatouages étaient quasiment une exception à la règle. C'est vrai, en fait. Donc, on s'est défendu un peu comme ça. Mais aussi, quand on a dit on veut faire des plans séquences où les athlètes livrent une performance en temps réel, ben, ils ont compris, OK, ouais, c'est vrai que pour faire du papillon pendant plus de 100 mètres, c'est pas juste une actrice qui va s'entraîner pendant 3 mois qui va avoir... la musculature d'une athlète olympique. Donc, on a réussi à les convaincre. Oui, c'est déjà arrivé dans l'histoire du cinéma québécois. On n'aimera pas de film, mais des fois, des scènes sportives dans le cinéma québécois, non, mais ça toujours peut, crédible. Chacun sa démarche, ça peut, mais nous, il y avait un souci d'authenticité. De cocher la case, genre l'incursion sociologique. Là. On est là, uncut dans les dessous des athlètes de ce genre de calibre-là. Si je peux me permettre, on est quand même chanceux parce que dans le mouvement indie américain, que ce soit The Rider, justement, c'était un vrai ancien cowboy là, de rodéo, ou même de Florida Project, où la mère a été castée sur Instagram. Donc, on avait plein d'arguments. Puis, à la projection, justement, du premier montage, tout le monde était sur le cul, là. Ils ont dit « Wow, la performance de Catherine et Ariane. » Puis ça, c'est Téléfilm et la SODEC. Tout le monde, maintenant, ils comprenaient notre choix. Ben, parlons-en justement des actrices. Alors, Catherine Savard, qui joue Nadia Baudry, et Ariane Mainville, qui joue sa collègue Marie-Pierre Nadeau. Avec ces deux-là, vous saviez que les scènes de piscine allaient être exceptionnelles, mais comment on les transforme en actrices quand même? 2 athlètes qui doivent jouer devant la caméra. Comment vous les avez coachés? Comment ça s'est passé? On va commencer avec déjà, c'est ça. Déjà, là, des non-acteurs, même avant ça, j'aime même pas ça dire non-acteurs parce que je pense que quand on regarde le film, on le voit, c'est un peu des actrices qui étaient dans le placard, puis ça y est, les voici. Mais aussi, en fait, les sportifs, surtout de ce haut calibre, sont habitués de donner des entrevues. Donc, il y avait déjà un casting qui a été effectué juste en regardant, en stockant. Là, on a beaucoup stocké, en fait, les athlètes. Oui, mais c'est pas les meilleures entrevues. Ben oui, mais c'est pas les meilleures entrevues souvent. Il faut faire attention. Hein. Mais le charisme, je suis d'accord. Il faut voir entre les lignes. Il faut voir, Catherine. La vulnérabilité à l'écran, déjà, peut transparaître. Le charisme. Mais ensuite, c'est sûr qu'on les convoque en audition. C'est ça. Je vais laisser Pascal continuer. Non, absolument. Puis, tu sais, on n'a pas casté, par exemple, Catherine Savard par un genre d'opportunisme mal placé. Je veux dire, tu ne mets pas une nageuse dans toutes les scènes de ton film, parce qu'elle est de toutes les scènes. Là. C'est vraiment le film, l'expression sur ses épaules, c'est un peu ça. Sur ses larges épaules. Tu fais pas juste donner un rôle parce que c'est une des meilleures nageuses au Papillon Canada. En voulant dire, moi, j'avais un barème. Je voulais des bonnes nageuses. Moi, je m'étais comme dit record du monde plus 10 secondes. En dedans de ça, c'est là que je peux piger. T'sais. Catherine, elle, c'est record du monde plus 2 secondes. Fait que même pas, fait gros 120 papillons. Fait que, mais c'est un hasard un peu que entre guillemets, la meilleure nageuse se soit retrouvée à être, à notre humble avis, la meilleure comédienne. C'est un peu trop beau pour être vrai. Puis, ce qui a conforté, disons, Catherine à embarquer vraiment dans le projet, elle est bien YOLO. Là. Je pense que quand la vie lui lance des balles courbes, c'est une fille de trip, là, puis
elle a embarqué, mais elle comprenait comme pas. Puis elle me l'a dit après, là, je suis pas en train de la paraphraser bidon, là, mais elle savait pas là, dans quoi elle s'embarquait. Quand elle a vu 50 personnes derrière la caméra, jour 1, elle a fait comme genre, wow, OK. Parce qu'on a gardé ça petit. C'est ça. On voulait pas qu'elle soit intimidée par le processus. En amont, là. Oui, donc on leur dit, c'est un petit film indépendant, on grossissait pas les choses. Non, mais puis en fait, je voulais vraiment baser ça sur l'amitié. Moi, ces filles-là, c'est des amis, vraiment, maintenant. C'est-à-dire que je les connaissais pas. J'étais à un degré de séparation parce que j'avais des amis communs, mais je les ai appris à les connaître au fil du processus. Puis, tu sais, vraiment, notre pré-prod, là, pour bien... C'était pas des répètes, tu sais, bien intense, c'était comme genre, ils venaient manger de la fondue chez nous, puis on jasait du film. J'essayais vraiment de rendre ça comme le fun, puis justement intime, cosy. C'est des vrais amis dans la vie. Ben, c'est ça. Je sais pas si on le dit, mais c'est des réels meilleurs amis même. Bon. On a, tu sais, pour le rôle de Marie-Pierre, on a vu d'autres nageurs, de d'autres clubs, puis de ci, de ça. Puis finalement, Ariane, ben, elle a vraiment une dégaine. Elle a un charisme naturel, c'est assez capoté. Puis comble du bonheur, j'imagine, mais elles s'entraînent ensemble, les deux filles. Fait que c'est deux vraiment, vraiment bonnes amies. Elles l'ont dit, même le tournage est encore plus rapproché. Wow! Puis de faire le saut à deux amis, si les deux font confiance au truc, ben... Ça fait moins peur un peu. Ouais, je pense que oui. Puis, disons, on les a quand même vus en audition 2 fois. J'avais fait ça aussi pour les faux tatouages. C'est-à-dire, tu vois les gens, mettons, dans les faux tatouages, j'avais vu Anthony Terrien, Rosemary, puis on avait casté Anthony, puis on avait rappelé comme on avait 5 ou 6 candidates préférées, puis là, Anthony jouait une scène avec elle. Ça a donné qu'on a casté Anthony avant, ça aurait pu être l'inverse. Bon, bref. Puis là, on a casté Catherine, puis pour finalement valider Marie-Pierre, Ariane Mainville, c'est ça, on les a revus là, en audition de chimie. Puis, je veux dire, en audition de chimie, c'était dans la poche. Là. Donc, mais vraiment, il n'y a pas eu de court-circuit au processus. Moi, je n'ai pas écrit le scénario avec elle en tête. OK. D'ailleurs, à ce jour, là, je n'ai jamais écrit un traître scénario avec aucun comédien en tête. J'aime trouver le monde, j'aime caster. J'aime ça me faire challenger. Mag, là, mettons Rosemary Perrault, là, pour jouer le personnage d'Info Tatouage, elle est full différente du personnage tel qu'il était écrit. Puis genre, thank God, parce qu'elle est meilleure. T'sais, elle a amené une vibe qui était plus nice que ce qu'on avait au scénario. Donc, je pense que quand tu cherches trop ton personnage, peut-être que tu perds de quoi ou peut-être que tu ne vas pas chercher quelque chose que tu ne soupçonnais pas. Et donc, moi, j'aime le processus. On est allé au bout de ça. Puis voilà. On a fait le casting ensemble. Pour tous les rôles principaux. Oui, on a eu de l'aide ensuite pour les 3e rôles, figuration spécialisée. On a casté plein de nageuses parce que le relais, c'est 4 nageuses par couloir. 36, il y a 8 couloirs, fait que c'est 32 nageuses. 32 nageuses. Ah non, il y en a du monde. Il y en a du monde. Ceux qui sont sur les chaises, les arbitres, tous les petits détails, c'était super important là, dans le film. Puis parlons-en des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ils étaient supposés d'avoir lieu. Ils existent juste dans vos films. Les installations étaient prêtes. Comment ça s'est passé avec le comité olympique de Tokyo? Comment vous êtes entré en contact avec eux? Comment vous leur avez vendu l'idée? Parce que vous profitez grandement de leur mascotte aussi. Non, c'est ça. En fait, on n'a pas été en contact avec le comité. On a créé vraiment des jeux alternatifs. Ouais. Okay. Donc, il n'y a pas les anneaux olympiques. On ne dit pas Jeux olympiques de Tokyo. T'sais, on dit... J'avais pas on triche un peu, si on veue. Mais tout l'habillage est alternatif. Tu parles des mascottes, c'est pas les vraies mascottes, c'est des mascottes qu'on a designées conjointement, la costumière, moi, puis la directrice artistique. J'ai rien vu les costumes de Team Canada, les choix de maillots, tout est plausible, mais ce ne sont pas les vraies affaires. Ce sont toutes des affaires plausibles, mais recréées. Donc, bravo. Donc, je lance la balle, puis j'en profite pour faire un shout-out à l'équipe de DA Costume, parce que c'est un énorme travail. De l'infographie aussi, un énorme travail d'infographie. Tout était créé de A à Z, justement, pour créer ces jeux alternatifs. Les petits toutous sont tous faits à la main. Mais voyons donc, pour de vrai. Oui. Ah oui, OK. Oui. Mais avez-vous eu des réactions après, d'abord, du... Bien, le comité olympique canadien, oui. Mais je pense pas le comité olympique international, ça, je sais pas, mais ils ont sûrement eu vent, parce que tout finit par se savoir. Mais il n'y a rien de choquant. On ne critique pas ouvertement l'organisme. Non, mais la preuve que vous avez réussi, moi, j'en vois des films, là, j'en vois beaucoup dans ma vie, et j'y ai tellement, tellement cru. Je veux dire, les scènes à Tokyo où est-ce qu'on dirait qu'ils rentrent dans l'édifice, tout ça, c'est
ultra réussi parce que vous aviez quand même filmé dans des buildings, peut-être Il pas y à a des l'intérieur, effets mais spéciaux, C'est fois. que les Ouais. extérieurs qui sont tournés réellement à Tokyo. Tous les oui, c'est intérieurs ça, sont dans des exact. lieux qu'on a trouvés à Montréal qui fitaient. Déjà, grosse job de recherche de lieu de tournage parce que je veux dire, tu ne pas n'importe où à Montréal puis ça a l'air de Tokyo, là, on va se le dire. Fait que, puis en fait, ben, la piscine, c'est la piscine du Parc olympique. C'est la piscine olympique de Montréal qu'on a l'infographie, un peu comme Dominique l'a mentionné. Il y a eu un travail, puis ça, c'était un acte de foi parce que moi, c'est mon premier film qu'il y a des images de synthèse dans mes films, là, tu sais. Puis ça me stressait parce que c'est la chose que je contrôlais zéro. Tu sais. Je veux dire, moi, je peux pas comme me dire si c'est pas assez bon, je vais prendre sous moi puis je vais le faire. Là. Genre, je connais rien là-dedans. Pas le gosser, oui. Non, c'est ça, tu peux pas. Bon, bref, mais toutes les estrades, ils ont été comme un peu refaites selon la modélisation de la vraie piscine de Tokyo. On a fait, puis tout le bar, le backdrop, c'est tout de l'ADA. Donc, il y a eu un énorme travail pour y croire. Puis donc, littéralement, ce qui se passe, c'est il y a des scènes, vraiment, là, tu regardes le film, il y a une scène qui est tournée à Montréal, puis il y a une scène après ça à l'extérieur qui est tournée à Tokyo 3 semaines après, puis il fallait que ça soit... ça s'imbrique. Comme dans du beurre. C'est ça, vous aviez 16 jours de tournage prévu à Montréal, 4 à Tokyo, donc 20 petites journées. C'est à peine plus long que des Jeux olympiques réels. Comment vous êtes préparé pour ce marathon-là? Parce que sans joke, bon, tu le disais, Dominique, toutes les scènes sont à l'écran, mais vous ne pouviez pas prendre trop de retard. Là. C'est vraiment un film de tournage, il fallait que ça avance. Donc, comment ça s'est passé sur le plateau? On va commencer avec toi, Dominique. Oui, bien, c'était beaucoup de préparation en amont. Donc, avec la première assistante à la réalisation, Marie-Alexandre Kirouac, c'est vraiment de faire un horaire qui se tient. Et on avait un immense défi, c'est que la plupart des piscines sont ouvertes pour des tournages, mais de nuit, parce que ça reste ouvert pour les citoyens, les bains libres. Ouais. C'est important, les bains libres. Donc, les citoyens ont toujours la priorité. Mais c'est correct, c'est correct. Puis, c'est tant mieux, mais nous, il a fallu s'adapter. Donc, c'était beaucoup des tournages de nuit qui ajoutent une difficulté. Et moi, je suis d'avis que ça ne sert à rien de faire des longues journées en overtime de 16 heures. Tu sais, on est mieux de faire des plus petites journées. Donc, souvent, on privilégie un horaire 5-5. Donc, c'est 5 heures de travail, après, tu as 1 heure de pause de lunch, après, un autre 5 heures. Justement parce que si l'équipe est fatiguée, tu ne maximises pas l'énergie de ton équipe. Et produire, c'est aussi beaucoup gérer les ressources humaines. Donc, je trouve ça très important que tout le monde soit bien reposé, d'autant plus que c'était un tournage de nuit. Donc, tout était hyper bien planifié. À Tokyo, on avait fait un premier repérage en amont. Donc, tous les lieux étaient pour la plupart déjà trouvés. Puis, on avait une équipe de fixeurs, donc des gens qui nous ont aidés à dégoter les lieux qui manquaient et pour la logistique de tournage à Tokyo. Déjà qu'il y a une grosse barrière linguistique. Donc, c'était ça, c'était vraiment la préparation. Puis, les journées où on sait qu'on pouvait être en équipe réduite, bien, on en profitait. Puis, il y a une journée où on était 111 personnes. C'était la journée de la course. Oui. Non, c'est ça. Puis, on l'a mentionné un peu tantôt. Puis, c'est parce que pour nous, pour qu'on croie à l'ampleur olympique, fallait que notre scène où c'est Showtime, là, donc la course en l'occurrence, fallait que ça aille. Puis oui, c'est un trou à cash, là, tourner au Parc olympique, puis le monde ultra syndiqué, puis bon, on en passe. Mais c'est comme, c'est l'endroit où tu veux pas être cheap, c'est là. Parce que, tu sais, il y a tellement d'autres scènes que quand on y pense, tu sais, c'est Nadia toute seule, Nadia qui se promène, Nadia et Marie-Pierre ensemble, tu sais, il y a quelque chose d'intime. Malgré tout, c'est très intime. Dans beaucoup de scènes dans le film. Puis il y a quelques scènes comme un peu feu d'artifice, même littéralement feu d'artifice. Mais en tout cas, c'est de la CG, c'est des effets visuels, les feux d'artifice. Oui, les feux, c'est vrai, ils ont été créés d'ailleurs. Là. En tout cas, il y a plusieurs petits trucs comme ça, mais mon point, c'est ça, il y a un temps pour être cheap, il y a un temps pour comme, il faut y aller, tu sais. Puis la scène de la course Parc olympique, c'était genre go, là. Parfait. Parlons-en de cette scène-là. C'est une scène complexe. C'est 2 plans séquences collés ensemble. Où est-ce qu'on la suit de l'entrée, je pense, des nageuses jusqu'à elle qui saute dans la piscine. Après, elle qui saute dans la piscine jusqu'à l'entrevue qui est la sortie. C'est bien ça? Ben, même, il y en a 3, en fait. C'est bien que tu sais. C'est-à-dire, vraiment, on les appelait au scénario 9A, 9B, 9C. Là, ça donnait de l'urticaire à notre assistante à la réalisation. Là. Je pense qu'on avait des meetings juste sur la scène 9. Là. Mais déjà, effectivement, ça arrive en scène 9. Ce genre de scène, c'est assez curieux dans une structure de film sportif. Bon, déjà.
Mais comment vous l'avez filmé, toi puis Stéphanie Weber-Biron, parce que c'est très, très difficile à faire des scènes de piscine. Donc, explique-nous un peu toute la mécanique derrière. Ah, avec plaisir. Fait que déjà, ben c'est ça. On savait. En fait, dans nos rêves les plus fous, on voulait que ça soit un plan séquence tout. Puis là, on décide de faire des devices où la caméra, elle allait comme si pitcher à l'eau avec elle, qu'on allait faire le 100 mètres, qu'on allait ressortir. Puis à un moment donné, on a comme fait, ouais, non, ça se passera pas. Fait que là, on a comme. Ça aurait pris quelques jours juste de pratique pour ça. Ouais. Bon, déjà. Fait que donc, mettons, avant la course et après la course, sont sensiblement similaires, c'est-à-dire c'est caméra à l'épaule en dehors de la piscine. Puis c'est pas compliqué, on se scotche sa gueule à Nadia. Pourquoi? Ben déjà, le film est à travers ses lunettes subjectives. Ah ben oui. Le film a des œillères, on en fait l'expérience à travers son expérience. Et pour moi, c'était la façon de le faire. Dès les répètes, je disais à Catherine, bouge. C'est parce que si toi, tu ne bouges pas, la caméra ne bougera pas. Donc, fais les 100 pas, vas-y, t'es nerveuse. Donc, on a élaboré le staging, mais d'une façon, celle-là était assez lousse. Il y a d'autres scènes où le staging était vraiment, vraiment comme au quart de tour. Celle-là, c'était un peu genre fais les 100 pas, à maner, tu t'assois là. Il y avait comme des points précis de staging pour le corps, pour justifier qu'est-ce qu'on voit à quel moment. Il fallait aussi un peu deviner, OK, là, il va y avoir un tableau électronique qui est en CGI. Là, c'est là qu'on va voir, OK, Canada est 4e. Bon, on le remarque à peine, mais de toute façon, on voulait que ce soit... J'ai arrêté sur l'image aujourd'hui. Ah juste oui? pour voir ce qu'il y avait décrit. Oui, ils sont vraiment 4e. Oh oui, puis moi, j'avais du fun noir à imaginer. Les temps devaient être réalistes. Ah oui, moi, j'avais du fun, genre, j'imaginais, OK, là, c'est Amérique. États-Unis en 28-27, puis après ça, Italie, en tout cas, peu importe. On est vraiment collé à Nadia. Il y a une raison derrière ça, c'est que on ne peut pas battre la couverture olympique. Si on voulait faire un show de cette scène, on ne la ferait pas mieux que la couverture des JO. C'est tellement beau regarder dans la natation. C'est pas pour rien que c'est un des sports les plus regardés une fois aux 4 ans. Les caméras au-dessus, en dessous de l'eau, c'est vraiment beau. Puis ça aurait été ultra laborieux. On a quand même faké la caméra télé, là, l'espèce de... Parce que ça aussi, on l'a filmé, là, parce qu'à un moment donné, elle regarde la télé, puis là, c'est une... Le relais. Ben, ça, il a fallu donc filmer la caméra télé aussi. Donc ça, il fallait prévoir cette journée-là aussi. Mais bon. Fait, en gros, scotché sur Nadia, puis c'est Nadia qui dictait un petit peu. On ne voulait pas trop encarcaner sa performance. C'est elle qui dictait la mise en place, puis la caméra la suivait, puis bougeait. Le plan central, c'est son 100 mètres papillon. Là, c'était littéralement... il y avait plein de façons de le faire, plus complexes les unes que les autres, mais il y en avait une façon, Mané, c'était on fait-tu un dolly sur le côté avec un crane, un gros bras, puis la caméra, elle peut comme juste la suivre de même. Puis moi, ça ne m'emballait pas, cette option-là. Je voulais comme qu'elle puisse être opérée à la main. Ça allait mieux couper avec ce qui est à l'épaule, puis je voulais vraiment pas que ce soit carré. Déjà que le plan d'ouverture est un plan séquence qui est un peu plus carré avec un zoom-in, puis on voulait que ce plan-là soit vraiment différent, soit vraiment plus nerveux. Fait qu'on voulait la caméra dans l'eau, ou du moins vraiment proche de l'eau. Donc, longue histoire courte, on a mis Stéphanie Weber-Biron en maillot de bain sur une planche de surf. Un paddleboard qui était rigué sur des poulies. Les machinaux, ils tiraient la poulie. Il y avait 4 personnes qui tiraient Stéphanie. Wow. 2 machinaux d'un bord, 2 machinaux de l'autre bord, puis ça tirait, puis ça tirait. Puis on a fait plusieurs tests. On avait un crabe aquatique, une doublure aquatique qui le faisait. On a fait des tests. Après ça, on l'a fait avec Catherine à plus basse vitesse. Mais tu sais, ça, pour la petite histoire, tu ne demandes pas à quelqu'un de nager à 100% 100 mètres papillon. Tu ne fais pas 4 prises. Tu n'en fais même pas 2. En voulant dire, c'était un one take. Il fallait que ce soit un one take. Sinon, c'est 1 heure de reset juste comme pour qu'elle revienne à ce calibre-là. Puis tu n'as pas 1 heure à attendre que la comédienne se repose pour refaire la performance. Surtout qu'il y a toutes les scènes en plus, non? Ben, c'est ça. Ouais. En tout cas, il fallait l'avoir first take, puis c'était comme... Ça a été une prise, là, la scène de son 100 mètres, du gros effort ultime. Ouais. Mais la technique était rodée. Ça a été... bravo. Bravo, c'est vraiment impressionnant. Mais juste la philosophie derrière ça, puis tu sais... Peut-être je pressonne des questions, mais pourquoi des fois des plans séquences? Pourquoi? C'est que moi, j'aime, quand je regarde un film de fiction, j'aime ça profondément quand j'ai l'illusion que ce qui m'est montré n'est pas réplicable. Dans les faits, des fois, ça l'est. Des fois, ça se trouve, tu regardes la 8e take, mais je trouve que moi, j'ai vraiment j'ai une déformation professionnelle, peut-être. C'est le genre de film que j'aime. C'est peut-être l'école Cassavetes, je ne sais pas quoi, mais espèce de brin de folie qui est comme... qui tire quasiment du hasard ou de...
moi, j'aime ça. Je préfère de loin un mouvement de caméra un peu bancal, puis un petit moment de fulgurance, que quelque chose de trop comme super carré, puis square, puis bien, en guillemets, parfait. Moi, la perfection m'importe peu, en fait. Fait que finalement, toi, tu es un documentariste qui se cherche. Non, mais c'est vrai, il y a toujours une part de réel dans tes films, parce que ce que tu aimes, finalement, c'est quand le réel rentre un petit peu. Puis si tu as pris aussi des actrices non professionnelles, il y a un peu de ça aussi, là. Peut-être. J'aime ça chez les autres. Je veux dire, moi, quand je regarde, je sais pas, moi, l'esquive de Keshish, j'ai envie que, puis qu'on est dans une cité de banlieue parisienne, j'ai envie qu'ils parlent exactement comme ils vont parler. J'ai envie. Je pense qu'une bonne fiction peut te donner cette espèce d'incursion sociologique-là dont je parlais plus tôt, même si elle est créée, elle est factice, mais lorsqu'elle est bien documentée, puis que tu as les principaux acteurs, les réels acteurs de ce. Puis ça ne veut pas dire que tu es obligé de prendre des non-professionnels. J'ai un respect infini pour le métier d'acteur, mais dans ce cas-ci, c'est évident dès le premier plan pourquoi on a pris une nageuse. Les acteurs peuvent le créer, mais j'aime ça. Puis il y a beaucoup de plans comme ça qui sont volontairement complexes en séquence pour stimuler les imperfections, les petits moments, les petits imbroglios qui deviennent beaux. Moi, je trouve ça beau. Ceux qui ont des questions, gênez-vous pas, écrivez-les sur la page Facebook qui vont m'être transmises. On n'en a pas pour l'instant, mais moi, j'en ai plein d'autres. Parlons du son, parce qu'on l'oublie souvent. Un film, c'est 50% d'image, 50% de son. Pascal, Olivier Calvaire a fait un travail exceptionnel. Moi, ce que j'aime beaucoup de ton film, parce que je l'ai beaucoup écouté ce matin, je travaillais en même temps, je préparais mon entrevue, puis j'aime ça écouter les films et l'eau est très présente. C'est un film où est-ce que l'eau, côté sonore, est très présente. Je pense entre autres à une scène où est-ce qu'il est avec l'escrimeur libanais et l'eau commence à monter à l'écran, puis l'eau commence à prendre pas mal de place. Donc, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu lui as demandé à Olivier de créer côté conception sonore? Oui. Et puis c'est zéro pour enlever le Thunder à Olivier parce qu'il est génial, mais c'était beaucoup au scénario, ça. C'est-à-dire c'était une volonté de réalisation, puis même au niveau du scénario, c'était d'aller chercher un peu des points d'oreille qui sont. Quand tu nages, je veux dire, moi, j'ai passé un nombre d'heures indécent dans l'eau. C'est ça que ça fait. Il y a quelque chose de méditatif, il y a quelque chose de. Tout ce que tu entends, c'est un peu ton souffle, comme tu expires sous l'eau, puis quand tu sors ta tête de l'eau, tu entends un petit peu avec de l'eau dans les oreilles, ce qui se passe en dehors de l'eau, tu t'entends respirer, tu entends la métronomie de tes bras, de ton kick. C'est vraiment c'est un cocon. Là. Puis je voulais que cette espèce de couverture-là, je pense pas que c'est un excès de zèle. Stylistique. Là. Je voulais vraiment que c'est ça qu'on vit, c'est des milliers d'heures à entendre ce genre de traitement-là. C'est un autre élément, tu es dans un autre élément, c'est bon. Fait que c'est mon premier film où je crois que le sujet me donnait une liberté d'explorer davantage au son. C'est-à-dire que je ne commençais pas à faire justement du zèle stylistique sur n'importe quel film parce qu'on peut le faire. Des fois, c'est juste pas à propos. Mais là, vraiment, l'eau, c'est ultra cinématographique. C'est pour ça que je me questionnais autant à quel point, pourquoi la natation n'a pas été filmée plus. C'est beau, l'eau, c'est beau, le son que ça peut te donner, les possibilités. Toi, je sais que tu es un gros fan de Kieslowski. Les scènes où elle nage dans le bleu, c'est beau, ça n'a pas de bon sens, mais c'est beau. Puis je me dis, c'est ça que je veux, c'est ça qu'on veut. Puis ça passe, oui, par cette espèce d'immersion sonore-là. Puis je fais même un pont avec le genre de musique. J'ai écouté beaucoup d'une musicienne qui s'appelle Grouper, qui s'est retrouvée à nous donner plein de pièces inédites, en tout cas, qu'on a pu utiliser dans le film. Ça, c'est génial. Puis Grouper, c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup la musique ambiante, puis je pense pas que c'est un hasard. Puis je pense pas non plus que c'est un hasard que moi, j'ai plein d'amis qui aiment le son. Mon frère, il a nagé, il est devenu musicien. Tu portes vraiment attention à ce que tu écoutes quand tu passes un nombre d'heures fou dans l'eau. Voilà. Puis, moi-même, je suis concepteur sonore. Je l'ai fait sur tous mes autres films. C'est la première fois que j'ai travaillé avec quelqu'un. Puis, j'étais là encore une fois, c'est pas pour enlever à rien Olivier. Olivier, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais, j'étais là à tous les jours aussi. Puis, c'était vraiment un beau travail de créatif. C'était super agréable. Mais, puis, j'étais vraiment anal sur les sons de natation. Là, j'étais comme, la brasse, ça sonne pas de même. Le papillon, le kick, là, tu vois, le talon, il sort de l'eau. C'est lui qui wow. C'est ce genre de son-là. Ça, Olivier, il a eu un peu plus rough sur ça. Mais il était patient, puis ça va, sans rancune. Mais c'est ça, il y a un gros travail. Il y a un gros travail, puis on est vraiment content du résultat final. Fait que merci de l'avoir soulevé, Olivier. Un autre détail au niveau du son, puis là, je vais m'adresser à Dominique. Ton chum, c'est un maniaque de musique, vraiment
Je le suis sur Facebook. C'est hallucinant ce qu'il connaît côté musique. Donc, c'est évident qu'il avait le goût de dépenser pour de la bonne musique dans son film. Comment on gère son chum qui a le goût de mettre beaucoup de bonne musique dans son film? Comment ça s'est passé pour les droits musicaux? Oui, ben c'est ça. On lui dit voici le budget, puis après, s'il veut dépasser, ben ça sort de sa poche. C'est ça. C'est la bonne option. Mais pour la libération, c'est Bandit Film, donc non, Bandit Musique, pardon, pas Bandit Film, Bandit Musique. Just qui nous a beaucoup aidés. Puis dès le départ, c'était même au scénario Complicated. Ouais. C'est une pièce quand même charnière, même que ça lance des petites piques, puis il y a un petit double meaning. Donc, ça, c'était une pièce, on savait qu'on avait besoin de la libérer avant le tournage. Donc, ça a été fait en amont. Les autres, c'était par après, sauf Entafen aussi. La toune libanaise qui joue après, celle-là aussi, on la faisait jouer live, elle était au scénario. Bon, bref. Ça, c'était les deux seules pièces, effectivement, je pense que, tu sais, pour des raisons évidentes, je veux dire, ça fait partie des scènes. Si t'aimais dans ton film, puis Avril Lavigne a dit non, ben, t'es comme un peu fuck. Mais parlant d'Avril Lavigne, tu sais, moi, j'ai écrit une lettre à Avril Lavigne, tu sais, il a fallu vraiment, tu sais, parce que ça va être plate de se faire tout le temps ramener à son un peu One Hit Wonder de 2002, là, tu sais, puis j'ai vraiment essayé de comme... mais on ne sait pas si elle l'a lu. C'est toujours ça. On ne sait pas si ça passe par l'agent, le label, mais parce qu'elle a fait l'effort, puis au final, ils ont dit oui. Donc... Mais il y a eu des back and forth avec les artistes pour avoir un peu ce qu'on voulait. Hein. C'est pas juste genre, hey, on a de l'argent, puis go. T'sais, en fait, on n'avait pas tant d'argent. Donc, précisément, c'est ce genre de détails-là. On ne le sait pas. Comme Do a dit, on ne sait pas à quel point les gens lisent ça ou sont sensibles à ça. Mais tu sais, mettons, Joss Dumas, là, qui nous a aidé pour la libération de droits musicaux, il m'a dit straight up, il dit Beach House, il dit souvent non. Ils regardent les trucs, ils veulent pas associer leur musique sur n'importe quoi. Tu sais, ce sont des artistes qui protègent leur image, leur brand. Ils ont demandé à voir le film avant de dire oui. On leur a envoyé un rough cut. Même chose pour Liz Harris, là, la musicienne Grouper. Elle, ça a été un travail de longue haleine. Je pense que j'ai trouvé son email. On s'est envoyé des emails genre 8 mois avant le début du tournage, là, pour des tunes qui se sont ramassées 1 an et quelques dans le film après. Là, pour rebondir à l'écriture du scénario, Pascal écoute beaucoup de musique en écrivant le scénario. Et ça peut être un peu problématique parce qu'il s'attache à ces chansons-là. Et là, il veut que ces chansons-là soient dans le film. Donc, en général, on espère que les artistes vont dire oui. Sinon, il va être un peu démoralisé. Mais des fois, il y a des bonnes affaires qui se passent. Je vais donner aussi un exemple sur les faux tatouages. On avait une tune de Sleater Kinney, là, un band de genre trio punk, Riot Girl, féministe, tout ça. Puis c'était la tune que, mettons, Mag aimait, bon, ceux qui ont vu les faux tatouages, là, leur première nuit ensemble, il y a une tune un peu grunge qui joue. Puis finalement, ils ont dit non. Puis ils ont le droit, c'est leur musique, c'est leur label. Bon, ils ont le droit de dire non. Puis j'étais full attaché à cette tune-là, elle était écrite au scénario, puis tout ça. Puis finalement, on a composé de quoi, on a fait de quoi. Puis des fois, moi, je crois au karma, là. Je ne veux pas être ésotérique, mais comme quand c'est un non, il y a une autre affaire qui va se faire, on va trouver une façon. Puis je vais donner un exemple sur Nadia. Parce que je sais que c'est une tune que t'aimes. Il y a une scène où il danse là, dans un nightclub sur une pièce de jungle, genre de funk électro britannique. On a tourné avec une tune de LCD Sound System qui s'appelle I Can Change. Moi, je suis un huge fan de LCD. J'adore aussi. Oh, ouais, non. Puis, on les a pas eu, désolé, Daniel. Non, mais je prépare jungle. Fait que finalement, c'est LCD Sound System, c'était un peu comme complexe puis hors de prix. Puis en tout cas, on respecte quand même James Murphy, là. C'est sans rancune, mais bref. Puis vois-tu, puis là, c'est le plan B. C'était dur, là, tu sais, genre, je mettais une autre tune sur la scène, j'étais comme, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi bon. Puis Jungle, j'étais comme, c'est pas aussi bon, mais c'est la moins pire. Puis finalement, là, le film est fini, puis je suis comme, non, c'est aussi bon, sinon meilleur, puis elle marche en crise, la tune. Ah, elle marche en tabarnouche, ouais. Mais c'était vraiment pas le premier choix, ça a été complexe, il a fallu que je fasse un deuil d'une tune qui était vraiment imbriquée, comme, en tout cas, au scénario, puis bon. Fait que ça arrive aussi, mais il faut se revirer. Tu sais, quand c'est non aussi. C'est quand même bien tape à terre en pleurant, ça ne change rien. Le temps file et on n'a toujours pas de questions du public. On a un public discret. Gênez-vous pas. Posez-nous des questions. C'est le temps. OK, on arrive au printemps dernier. J'imagine que c'est peut-être même un petit peu avant ça. Vous recevez un appel du Festival de Cannes. Vous apprenez que vous êtes sélectionné, puis en même temps qu'il n'y a pas de festival. Vos réactions, c'est quoi, Dominique? C'était même pas un appel, hein? Ah non? C'était un courriel. Avec un point d'exclamation. Comme urgent.
OK. On revenait du jogging, en fait. On était sortis pour aller jogger. OK. Et là, je rentre à l'appartement, puis je vois plein d'appels manqués de notre agent de vente qui est Wasabi Film. Et là, je vais voir mes courriels, puis ça disait « Urgent, voici un courriel de Cannes ». Mais il disait même pas comme « Bravo, vous êtes pris à Cannes ». Fait que vite, je déroule. Et là, c'est vraiment un bref courriel qui dit est-ce que vous acceptez d'être en sélection officielle à Cannes? C'est à peu près ça. C'était 2 lignes très brèves. Si oui, répondez rapidement. Donc, on a dit oui, évidemment. Mais ça, c'était moins de 24 heures avant l'annonce. Oui. On l'a OK. su. Oh mon Dieu. OK. 16 heures une journée, puis à midi, heure du Québec, le lendemain, c'était la conférence de presse. Là. Fait que, puis c'est une période aussi où on n'avait plus d'espoir. T'sais, on était rendu en juin. Ouais. Puis dans ma tête, je me dis, ce film-là ne sortira pas avant 2021. Il y a une pandémie mondiale. Les festivals sont en train de se faire annuler. South by Southwest, c'est annulé. Oui, Edo était censé y aller à South by Southwest avec un court-métrage qu'elle a produit. Puis, à partir de là, on a comme fait « Oh, fuck! » 2020, ça se 2020, c'est ça. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, d'habitude, je suis très optimiste dans la vie, mais là, j'étais pessimiste. Puis cette nouvelle-là, ça a vraiment aidé. Puis c'est ça, pour nous, c'était pas négatif de ne pas pouvoir y aller physiquement. Tu sais, il y a une pandémie mondiale. Donc, on voyait ça vraiment comme un honneur. Puis c'est sûr que ça l'a aidé pour le parcours du film. Donc, on est très, très reconnaissants. Ah ouais, c'est clair que ça donne poussée. Ça, je le dis, j'ai souvent dit, mais tu sais, le petit laurier, là, il est là, puis il est là au début de ton film, puis il est là sur ton poster, puis c'est con, mais comme ça en fait une poussée. Puis là, en plus, c'est capoté. Tu sais, là, on a vraiment une belle run en festival. On est super reconnaissants parce qu'en plus, les festivals, ils prennent genre 4 fois moins de films, la plupart. En ce moment, tout est comme vraiment... on a d'ailleurs une question en lien avec ça. Ben oui, j'y arrive, je m'en occupe des questions. C'est bon. Désolée. Mais non, c'est correct. Mais là, Pascal, tu as eu Berlin, tu as Cannes. Maintenant, ton nom va circuler. Je veux dire, ton film, à chaque fois que tu vas faire un film, les gens vont s'arrêter pour prendre le temps de l'écouter davantage. Ça va jouer en ta faveur. Ça te met de la pression, c'est certain. Ouais, moi, je le vois. Ouais. Tu te vois plus comme de la pression, mais tu es un ancien athlète, tu es capable de le faire. Non, mais quand même. C'est juste Nadia, là, l'effet Cannes, ça fait 2 choses. Ça fait que tu es attendu. Être attendu, c'est magnifique. Je veux dire, il y a tellement... Tu sais, c'est triste. Des fois, il y a des bons films qui sortent dans une simili-anonymat. Il y a plein de films comme ça. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement triste. On dirait... Puis c'est aussi con qu'ils n'ont pas réussi à attraper des fois un des 5 gros festivals dans... Tu sais, ça a un effet, là, les festivals. C'est fou. Donc, nous, déjà, bon, le Cannes, tu sais, c'est... Je ne veux pas pour brag, tu sais, mais il y a Cannes et il y a les autres. Tu sais, Cannes, c'est encore plus dans l'imaginaire collectif. C'est comme... Pour vrai, c'est la coche. Là. Donc là, puis ils prennent 56 films, ils en reçoivent 2000. Déjà, bon, je vais aller acheter un billet de loterie, tu sais, c'est super. C'était une année record pour le nombre de soumissions. Puis tu sais, comme je dis, souvent, j'en regarde, moi, beaucoup de films dans l'année, puis il y a plein de films de qualité, là, tu sais, je veux dire, on est fiers du film, on ne prétendait pas avoir fait un des 56 meilleurs films de l'année nécessairement. Tu sais, comme, on est fiers du film, mais ensuite, c'est des bouteilles à la mer. Moi, je dis tout le temps, c'est pas prétentieux, tu mets ta canne, tout le monde le fait. T'sais, on a soumis à Cannes comme tout le monde. Moi, je connais personne. Il n'y a pas de jeu de coulisses. Il n'y a pas de ficelles bizarres qui ont été tirés. Ils ont vu le film. Ça s'est rendu jusqu'en haut. Il y a un processus par palier. Ça s'est rendu jusqu'en haut. Thierry a aimé ça. Il a dit go. Puis voilà. Tu sais, ça, c'est génial. Puis c'est ça nous rend humbles. Mais je t'avoue que moi, j'étais stressé de la réception du film. Parce que c'est un film qui est quand même humble. Tu sais, il y a un temps pour en jeter, mais il y a un temps aussi, tu sais. C'est un film fragile, je crois. C'est un film un peu... Puis là, tout à coup, il arrive avec cette espèce d'étiquette-là. Puis là, tout à coup, c'est comme « Hey, wow, guys! » C'est mon 2e long de fiction. J'ai fait avec intégrité le meilleur que je pouvais. Mais je ne suis pas en train de prétendre de comme... C'est le chef-d'œuvre du siècle non plus. En tout cas, ça vient avec ça. Puis là, le prochain film vient aussi avec ça. Puis, mais attends, pas tout de suite. Là, on commence à avoir des questions du public. Ça tombe bien. C'est des questions que j'allais vous poser. Oui, ils se dégênent. C'est des questions que j'allais vous poser. Fait que c'est parfait. On s'en va dans la bonne direction. Il y a Pauline Devessa qui dit, à part Cannes, est-ce qu'il y a eu d'autres sélections à l'international? Vous avez parlé, je ne sais pas si on l'a glissé tantôt, mais on en parlait en coulisses. Busan, entre autres, en Corée. Oui.
Oui. Non, mais oui, il y a beaucoup de beaux festivals. Allô, Pauline! Oui, bonjour à ceux qui nous écoutent. Puis je vois Agathe, Claude, c'est magnifique. On est à une vingtaine de festivals déjà d'ici à Noël. Et ceux qui ont déjà joué, quand même, oui. Il y a Carl Vivari qui ont comme annulé, puis là repoussé, puis là je pense qu'ils annulent. Mais je pense qu'on est encore en sélection. Oui, il y a eu ça. Il y a eu certains festivals, par exemple, qui nous ont pris... il y a aussi Varsovie, Denver aux États-Unis. Adélaïde en Australie. Non, mais il y en a beaucoup. Là. Puis vingtaine, en fait, c'est pas vrai. C'est même 40. C'est-à-dire c'est une vingtaine internationaux en ce moment. Là. Fait que, tu sais, on a vraiment une belle run. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que le film joue quelque part en ce moment. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment knock on wood. Là. On est vraiment hyper choyés. On sait que c'est une drôle d'année en plus. En plus des programmations sur le Slim Fast. Là. Fait que, non, on est vraiment chanceux. Puis, parlant de drôle d'année, vous avez quand même tiré votre épingle du jeu. Vous avez sorti le film le 18 septembre sur 49 écrans au Québec, ce qui est vraiment énorme en cette année. Moi, je l'ai dit dans ma présentation de votre film, j'ai vu juste 8 films en salle cette année, mais je suis tellement content que votre film, ça soit un des 8 que j'ai vu en salle. Là, ça change tout vraiment de l'expérience. Sa vie a quand même été écourtée un peu parce qu'il aurait pu continuer encore en salle. Puis on a justement une question d'Agathe Goulet qui dit comment se porte le film actuellement? Est-ce qu'il va ressortir en salle ou quelque part qu'on va pouvoir le voir? Allô, Agathe? Le film joue encore, je pense, au Bas-Saint-Laurent, qui est peut-être la seule région du Québec qui n'est pas en code rouge ou que... Une des seules. Une des seules. Mais sinon, c'est vraiment super. Il y a un partenariat, disons, avec le cinéma du parc. Donc, le film est disponible en cinéma en ligne. Ça permet d'aider les salles. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir tous les films disponibles en ce moment, justement en location en cinéma en ligne. Ouais. Puis, dès le 8 décembre, il va être disponible en VOD, Blu-ray et DVD aussi. Ah oui, Blu-ray, ça, moi, je suis très On est content. Les affamés n'ont même pas eu ça. Non, mais ils l'ont eu finalement. Mais ils l'ont eu par après. Ils l'ont eu finalement. Non, mais il y a aussi des acquisitions à l'international. Il y a des trucs qu'on ne peut pas trop révéler en ce moment, mais il y en a un qu'on peut révéler, c'est en France. France, ça s'enligne pour être au mois de mai. Début mai, je pense qu'ils ont dit. Donc, avant, finalement... La date n'est pas 100% fixée, mais ça risque d'être aux alentours du mois de mai. Puis sinon, c'est par festival. Donc, la plupart des festivals ont des volets numériques. Certains ont des volets en salle avec distanciation. Ça, c'est cas par cas. Le film est joué en salle quand même dans plusieurs oui, mais les festivals, ironiquement, la pandémie a aussi amené des opportunités. Parce que là, les festivals se retrouvaient aussi à faire de la VOD. Ouais. Donc, comme Québec, je n'ai pas les chiffres exactement, mais je sais que c'est plus que 800 personnes qui ont visionné le film. Vraiment, puis c'était une projection précise. Donc, 800 quelques personnes, on se dit, sont peut-être 2 personnes par famille, des fois peut-être même un peu plus. Donc, on peut croire qu'à la première à Québec, c'est ça, vers 1200, 1400 personnes. Donc, c'est quand même énorme. Oui, non, vas-y. La projection physique n'aurait même pas permis d'avoir ce nombre de spectateurs. Oui, puis pour ce soir, il y a déjà eu, nos chiffres, c'est 130. Donc, imaginons 2 ou 3 personnes, des fois, qui visionnent en même temps. Non, ça fait encore plus. Il y a eu des beaux chiffres. Ouais. Là, je pense pas qu'on peut vraiment les divulguer, là, mais il y a en location, donc, sur la plateforme du cinéma du parc, Maison Catiane, notre distributeur est vraiment content. On est je pense, le 2e plus gros vendeur ever de la plateforme, de leur plateforme. En tout cas, il y a des gens qui le voient, puis les gens vont finir par le voir. C'est sûr que, tu sais, en tant que cinéaste, tu parlais du son tantôt, on travaille tout dans les menus détails. Ah ben oui, la couleur, oui. Un film, c'est mon premier film plus expressionniste un peu, tu sais. On a beaucoup travaillé l'atmosphère, le mood, l'immersion. C'est sûr qu'en salle, c'est le fun. Puis c'est un film aussi qui a un certain rythme. Le rythme change, se métamorphose. Quand on pense qu'on le saisit, il nous glisse un peu, puis il se pose, puis il part, puis il se pose. Puis en salle, on a l'espace mental pour ça. Donc, c'est sûr que j'aurais préféré que le film ait peut-être son parcours un peu plus traditionnel, donc plus de gens qui vont le voir en salle, mais on ne peut plus en 2020 être puriste et dire moi, je veux seulement que les gens voient mon film en salle. Moi, si quelqu'un le regarde sur son cellulaire, mais qu'il le regarde puis qu'il prend 1h45 pour regarder le film, je suis reconnaissant. C'est 1h45 que tu peux regarder tellement d'autres films, tellement d'autres affaires. Puis il y a des gens qui le regardent, fait qu'on est content. On a une question de Claude Proulx au sujet de votre prochain film. Qu'est-ce qu'il y a post-Nadia? Je vais
je vais y répondre parce que je veux rediriger sa question. Donc, sur le site de Nemesis Film, on peut lire que vous aviez coécrit ensemble Les Filles du Roi. Ça reste toujours votre prochain projet? Oui, Oui, allô, OK. Claude. On les connaissez tous. Pour ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, Dominique, tu es co-scénariste du projet. Donc, pourquoi cette idée-là de coécrire ensemble? Qu'est-ce qui t'amène là, vraiment à mettre la main à la pâte créative? Il y a une part de création aussi en production, mais là, vraiment, là, d'avoir les deux mains dedans, là, pourquoi avoir coécrit ensemble? Oui, ben, c'est une excellente question. Ben, souvent, on pense que les producteurs ne sont pas aussi créatifs, mais moi, ce qui me motive aussi beaucoup à vouloir produire des projets, c'est vraiment les histoires. Puis, des fois, je me fais proposer des projets, puis je suis peut-être un peu moins emballée. Puis, j'ai eu un flash. Il y a beaucoup de films historiques récents qui mettaient des personnages féminins en valeur à l'international, comme Portrait de la jeune fille en feu ou Beanpole. Je me suis dit, mais ça, des films historiques québécois, mais d'un point de vue féminin, mettant en scène des personnages féminins, puis pas juste des héros masculins. Je ne pouvais pas en nommer beaucoup. Puis, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu de film sur les filles du roi. Il y a le film d'Anne-Claire Poirier, mais qui se déroule... Très autre chose. Oui. Mais un vrai film d'époque, disons, qui se déroule en 1663. Dans notre cas, ça va se dérouler en 1663. Il n'y en avait pas. Puis aussi, une perspective pas romancée. Souvent, on dirait au Québec, on aime ça romancer l'époque même coloniale. Puis là, c'est l'inverse. C'est pas une apologie de la colonisation. Ça crée bien des problèmes. Puis, il y a eu des victimes collatérales. Puis ça, on voulait en discuter de front. Puis ça reste un sujet contemporain parce que ces femmes-là sont responsables de 10% quand même de la population québécoise. Wow. Donc, c'est la moitié des Québécois qui ont des filles du roi dans leur arbre généalogique. C'est vraiment énorme. Puis... C'est tout récent qu'elles ont été reconnues justement comme bâtisseuses ou même mères de la nation. Donc, ça m'a beaucoup motivée. Moi, j'ai un bac en traduction. Donc, j'ai toujours aimé la littérature, l'écriture. J'ai co-scénarisé La Grogne, le prochain film d'Alicie Tellingut. Donc, j'avais déjà mis la main à la pâte en scénarisation. Puis, c'est ça, on en a discuté, puis on s'est dit qu'on allait co-scénariser ensemble. C'est l'idée à dos, c'est ça. En gros, tout ça, il y a plein de choses que tu as dit qui sont méga pertinentes, c'est super intéressant, mais c'était son idée, puis elle m'en a parlé. Puis là, au début, c'est pas que j'étais réticent, mais moi, c'était la première fois aussi que je co-écrivais. C'est une bulle écrire, t'invites quelqu'un aussi dans ton modus operandi. Moi, j'ai mis comme un peu mes bonnes heures. En tout cas, il y a des petits rituels autour de ça. Ouais. La musique, ta musique. Ouais, la musique. Mais non, mais là, on a une playlist là, qu'on use à la corde. Mais là, c'est hot. Ça ne sera pas trop du licensing. Fait que on va peut-être avoir des petites économies en musique. Ça va être un score. Tout. Puis, là, on écoute du genre de dark folk norvégien, avec des tirs bien dark. Métal un peu. C'est comme du métal acoustique un peu. Là, on est bien trop là-dedans. Puis ça, c'est un film historique un peu d'horreur finalement parce que ça se passe majoritairement sur la traversée, sur le bateau. Les conditions étaient horribles. 60 personnes sont mortes. Il y a du vomi, il y a de la vermine. Non, mais ce que j'aime, encore une fois, vous allez dans une direction où on ne vous attend pas pantoute. Parce qu'après Nadia, on aurait pu s'attendre, je ne sais pas, un film contemporain, tout ça. Non, on s'en va dans le passé. Puis ça ressemble un peu à tes courts-métrages aussi, où est-ce que tu sautais radicalement d'un univers à un autre. Là. Fait que très, très hâte de voir ça. Là. Vous êtes en écriture présentement. Là. Puis, oui. Puis, tu sais, un mot sur pourquoi aussi, je t'avoue, parce que, tu sais, au début, j'étais comme, OK, parce qu'un long-métrage, c'est c'est les 2, 3, 4 prochaines années de notre vie. Tu sais, c'est bien beau d'avoir une idée puis un flash, mais tu sais, moi, je suis bien précieux avant de dire, ben oui, je le fais, parce que je le fais à 100% si je rembarque. Fait que là, tu sais, Do, elle amène l'idée, puis là, je suis comme, hey, tu sais, juste une seconde, je vais lire. Tu sais, puis c'est arrivé, on a fini Nadia, nous, juste avant le premier confinement. Fait qu'on a fini Nadia en février. Là, silence radio.
Là, On a commandé plein de livres d'histoire. Là, on tombe en mars. Là, Do, elle me parle de ça. Là, ça a été beaucoup de lecture. Fait que ça a été comme une sorte d'incubation, d'immersion. Puis ça nous a été notre salut, disons, du monde contemporain qui est un peu à feu et à sang. Ça a été de replonger au 17e siècle puis de se conforter parce que dans ce temps-là, c'était la peste, puis encore pire. Là, bon. Ils l'ont eu pire. Là. Non, mais c'est parce que je sais que c'est pas tous les artistes qui ont été capables d'être créatifs cette année. Puis nous, je nous considère très chanceux, mais je pense que comme c'est un sujet qui est pas contemporain, je pense que ça nous permettait, on s'évadait. On s'évadait en l'écrivant. Tu sais. Dominique, Pascal, un gros merci de votre générosité. On aurait pu poursuivre encore pendant des heures et des heures, mais on va garder ça pour les filles du roi. On se reprendra à ce moment-là. Donc, bonne écriture, bonne recherche. Continuez à nous éblouir avec votre talent respectif et commun. Merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Oui, justement. Et ceux qui ont regardé le film. Oui, merci au public. Merci aussi à Diane Gély de Verdun pour la technique et toute l'organisation de ce rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit, lundi 7 décembre à 19h, sur la page du Quai 5160 pour une rencontre avec le cinéaste Denis Côté. Nous jaserons de son 12e long-métrage « Répertoire des villes disparues ». Vous pouvez réserver vos places pour le voir gratuitement. Il est disponible dimanche prochain, le 6 décembre, à partir de 19h. Mais vous devez aller sur la page Facebook de l'événement pour cliquer sur le lien pour réserver votre place. Un gros merci à la Maison Catière pour cette diffusion. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye tout le monde.